Imaginez un film Marvel tourné en secret, avec un budget ridicule, jamais diffusé au cinéma ni en DVD, et que même Marvel voulait faire oublier. Pourtant, ce film existe. Il a été terminé, doublé, monté, et même enterré. Voici l'histoire incroyable du tout premier film des 4 Fantastiques, sorti nulle part. Bienvenue dans l'un des plus gros secrets de l'histoire du cinéma du genre super-héroïque. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire catastrophique d'un film dont personne ne parle et que personne n'a vu, mais qui aurait pu bouleverser l'industrie des super-héros sur grand écran. Accrochez-vous bien, parce que vous allez voir, on est très loin des big succès qu'ont connus les films Avengers. Mais avant de partir à l'aventure et de se replonger dans les années 90, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à mettre votre petit pouce vers le haut et à me dire en commentaire si vous connaissiez l'existence de ce film. Allez, on est parti. It's clobbering time. Pour bien comprendre l'histoire incroyable derrière le film jamais sorti des 4 Fantastiques, remettons un peu de contexte. Avant les années 1970, DC Comics domine déjà le terrain audiovisuel. Superman et Batman ont droit à leurs adaptations à la télévision et au cinéma. Marvel, de son côté, tente une première adaptation de Captain America dans les années 40, mais sans grand succès. Dans les années 70, tout change. Les effets spéciaux progressent, les budgets augmentent et Hollywood commence à croire aux super-héros. Superman The Movie marque un tournant, devenant le premier vrai blockbuster du genre. Pendant ce temps-là, leurs concurrents directs, Marvel, eux, vont très mal. Ruinés et pour éviter une fermeture définitive, Marvel vend et loue les droits d'adaptation de certains de ses personnages à des studios comme Sony ou la Fox. Ces studios espèrent surfer sur la vague de DC avec des personnages comme Spider-Man, les X-Men ou encore les 4 Fantastiques. Et c'est justement là que notre histoire commence. En 1983, un producteur allemand, Bernd Eichinger, patron de Neo Constantin Film, veut adapter les 4 Fantastiques. Il contacte Stan Lee, mais se heurte à un obstacle. Les droits du personnage de la Torche Humaine, membre iconique et indispensable des 4 Fantastiques, ont été vendus à Universal en 1977. Il doit donc attendre qu'ils expirent, soit 3 ans. En 1986, enfin libre, il achète les droits de l'équipe entière pour seulement 250 000 $. Il rêve d'un gros film, mais le climat ne lui est pas favorable. Malgré les quelques succès de DC, on peut pas en dire autant du côté de chez Marvel. Les dernières adaptations que ceux-ci ont pu faire, notamment avec le Punisher ou encore Captain America, sont des échecs. Eichinger essaie de convaincre 2 de ses amis, mais rien ne se concrétise. Le temps passe et en 1992, Eichinger découvre que les droits de ses personnages vont expirer le 31 décembre de cette même année. Car oui, Marvel a tout de même été malin. Ils ont mis dans les contrats des clauses qui leur permettaient de récupérer les personnages si ces derniers n'étaient pas utilisés. Voyant le plein essor cinématographique des personnages de super-héros, ils ont quand même voulu garder un minimum la main et pouvoir revendre les droits si eux ne les utilisaient pas. Eichinger demande à Marvel de prolonger ses droits pour les personnages, sauf que Marvel refuse bien évidemment. Eichinger se retrouve donc dos au mur. Il décide donc de tourner un film ultra low cost, juste pour garder les droits et pour se permettre d'avoir plus de temps pour créer un véritable film 4 Fantastiques par la suite. Et c'est là que débute l'histoire folle du film des 4 Fantastiques de 1994. Roger Corman, grand producteur et réalisateur américain, spécialiste des budgets low cost, est embauché à 3 mois de l'échéance. Il fait une estimation et annonce qu'il peut réaliser le film pour seulement 1 million €. Pour vous donner une idée, le film Superman sorti dans les années 70 a coûté un peu plus de 50 millions €. Soit 50 fois moins pour ce film 4 Fantastiques. C'est dur. En plus de ce budget ric-rac, le problème, c'est que Corman exige de commencer le tournage le plus tard possible, histoire de tout bien préparer comme il faut, et il propose la date du 31 décembre, soit le dernier jour avant la fin d'expiration des droits. Eichinger refuse naturellement, et finalement, le tournage commence le 28 décembre, soit 3 jours avant la fin. C'est mieux que rien. Entre septembre et décembre, ils auront trouvé le scénario, les acteurs, le réalisateur, les techniciens et tout ce qui s'ensuit. Déjà là, ça sent pas bon. 3 mois pour tout boucler, c'est compliqué. Mais ils vont le tenter. Eichinger choisit donc des acteurs peu connus, qui coûtent peu cher et qui acceptent d'être payés 3500 $ à la semaine. On retrouve donc Alex Hyde White qui interprète Reed Richards, Rebecca Stab qui jouera le rôle de Susan Storm, Jay Underwood pour la Torche Humaine, Michael Bailey Smith pour la Chose et pour finir, Joseph Culp pour prendre la place de l'antagoniste Fatalis. Une fois le casting bouclé, le tournage démarre très vite. Ce se fera dans des studios à Los Angeles, mais pas les studios que vous pensez. Non, ce sera une ancienne série à l'abandon avec des rats, des
cafards, de la pluie et des décors d'anciens films recyclés. Ouais, quand je vous ai dit que 1 million c'était vraiment pas beaucoup, c'est que vraiment c'était pas beaucoup. Ou en tout cas pour ce genre de film. Mais malgré des conditions infâmes, les acteurs et les techniciens se donnent à fond, ils ont à cœur et pensent sincèrement que ce film peut les aider à lancer leur carrière. Bon, spoiler, il y avait meilleur pari à faire. Marvel, bien entendu, regarde ce qui se passe de loin, et il faut avouer qu'il n'était pas vraiment rassuré par l'idée d'Eichinger, de faire un film juste pour garder les droits. Forcément, ils sont pas vraiment gagnants dans l'histoire. Et en plus, ce qu'ils voyaient, ça les rassurait pas. Ils ont même d'ailleurs refusé d'accorder des droits de certains personnages dont le scénariste et le réalisateur avaient besoin. Le tournage va durer un peu moins d'un mois, ce qui est très rapide pour un film, dans le but de donner un peu plus de temps à la post-production, qui est pour eux le plus important pour rendre ce film crédible. Et encore une fois, le manque de budget va se faire ressentir. Les effets spéciaux sont bof, même pour l'époque, et nouveau couac, mais les investisseurs, aussi peu soient-ils, ne donnent plus trop de nouvelles. Peu à peu, ça commence à sentir le roussi, vous le voyez venir, mais l'équipe technique se donne les moyens pour tenter de sortir quelque chose de potable et ont vraiment tout donné pour ce film, quitte même à travailler clandestinement sur le montage ou à louer de leur propre poche des bobines de caméra pour tourner les quelques derniers plans qui leur manquaient. Et autre info, mais la bande originale du film est faite par des compositeurs qui ont dépensé leur propre argent pour faire cette BO. Autant te dire que dans le monde d'aujourd'hui, cette solidarité n'existerait pas et c'est vraiment à souligner. Été 1993, c'est le début de la promotion du film. Un trailer est fait et est diffusé dans les salles de cinéma, le casting s'affiche au Comic-Con de San Diego, à des conventions geeks et font même la une de certains magazines. Sauf que toute cette promotion, ce ne sont pas les investisseurs qui payent. Et ce n'est pas non plus le mec au début de notre histoire, nommé Eichinger, qui paye. Non, lui, il était là juste pour ramasser le fric. Ce sont en fait les acteurs eux-mêmes qui payent toute la promo du film. Faut dire qu'ils avaient vraiment foi dans ce projet. Stan Lee, le papa de nombreux personnages dont les 4 Fantastiques, déclare au Comic-Con qu'il n'attend pas grand-chose de ce film et dit « Ce film n'aurait dû être vu par aucun être humain ». Ce qui est tragique, c'est que ceux qui ont travaillé dessus ne le savaient pas. Il encense tout de même l'équipe technique et les acteurs qui donnent tout pour ce film, mais après cette déclaration de Stan Lee, les acteurs et les équipes techniques commence peu à peu à comprendre que quelque chose se trame. Et là, les acteurs ainsi que les équipes techniques se posent des questions par rapport à ce qu'a dit Stan Lee. Comment ça, ce film aurait dû être vu par aucun être humain? Qu'est-ce que ça veut dire? Car oui, même si c'était un film avec un petit budget et surtout dans l'idée de faire patienter pour qu'un plus gros film arrive, celui-ci aurait dû voir le jour et sortir en salle. Et c'est ce que les acteurs ainsi qu'équipe technique pensaient. Sauf qu'entre-temps, Eichinger a pris des décisions et il a informé personne. Alors qu'une avant-première était prévue en janvier 1994, rien ne verra le jour. Et après plusieurs coups de téléphone, c'est officiel, le film ne sortira pas. C'est un choc pour toute l'équipe technique, tous les acteurs et tous ceux qui ont dépensé de l'argent, qui eux ne comprennent pas vraiment la décision. Ils entendent par la suite la rumeur selon laquelle Eichinger n'a jamais eu l'intention de mettre le film dans les salles, mais que son but était seulement de garder les droits de ses personnages. Rappelons tout de même que les équipes et les acteurs ont engagé des sommes personnelles pour faire en sorte que ce film voit le jour. La déception est donc immense. Mais l'histoire ne se termine pas là, parce que le coupable n'est pas forcément celui qu'on pense, ou en tout cas pas totalement. Pendant des années, c'est Eichinger qui a été désigné grand méchant dans cette affaire. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Certes, ce film a été produit pour de mauvaises raisons. Celle de garder les droits des personnages pour en faire un film plus grand dans quelques années. Ça, les acteurs n'étaient pas au courant. Mais en réalité, Eichinger avait bien prévu de sortir ce film au cinéma. Et c'est Avi Arad, exécutif de chez Marvel de l'époque, qui est en fait le vrai responsable. Il avait peur que ce projet mette un coup d'arrêt à Marvel qui commençait tout juste à redresser la barre. Il a donc appelé Eichinger pour conclure un marché, 2 millions de dollars pour le rembourser, et en échange, il obtient toutes les bobines du film pour les détruire et faire en sorte que ce film n'existe jamais et ne soit vu par aucun être humain. Marché qu'il a bien entendu accepté, il a partagé les 2 millions avec son pote producteur Corman, qui l'a aidé, et c'est tout. L'équipe du film n'a rien eu du tout, alors qu'elle s'est battue corps et âme pour faire ce film. En tout cas, elle n'a pas touché d'argent sur ces 2 millions, ça ne comprend pas les salaires qui, eux, ont bien été versés. Mais malgré tout ça, et malgré les tentatives de l'exécutif de chez Marvel de vouloir ne laisser aucune trace de ce projet, Internet existe. Le projet a survécu grâce à des copies pirates d'on ne sait où, retrouvées sur eBay ou dans des conventions geeks. En bref, grâce à l'immortalité d'Internet, le film a tout de même eu droit à son heure de gloire.
entre gros guillemets. Les acteurs et les équipes techniques ont donc pu avoir un soupçon de gain de cause en faisant en sorte que ce film soit vu par certains humains, mais très peu, étant donné qu'il ne sortira pas en salle. Par la suite, avec des magouilles et des partenariats avec d'autres studios, Eichinger a réussi à prolonger ses droits sur les personnages. Il finira par devenir coproducteur aux côtés de la 20th Century Fox, ce qui donnera ensuite les deux premiers véritables films 4 fantastiques. Après le décès d'Eichinger en 2011, la Fox détient l'exclusivité des droits cinéma de l'équipe, ce qui donnera lieu au merveilleux reboot de 2015, qui lui aussi était principalement là pour repousser la récupération des droits par Marvel, mais c'est finalement Disney qui rachètera la Fox en 2019, faisant ainsi récupérer les droits de tous les personnages Marvel de la Fox, dont les 4 Fantastiques, à Marvel Studios. Vous connaissez maintenant l'histoire du tristement célèbre film des 4 Fantastiques des années 1990. Lui qui devait être un projet novateur pour le genre, finira piétiné par des gens sans pitié, sans morale et où l'argent est leur seule raison de vivre. Aujourd'hui, grâce à internet, le film est entièrement disponible sur YouTube. Si vous le souhaitez, je vous ai mis en première ligne de description le lien direct pour voir le film en entier. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, c'est un nouveau format que je tente, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si jamais vous me découvrez via cette vidéo, alors dans ce cas-là, vous vous abonnez et vous activez la cloche. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce vers le haut si jamais cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous.